Dans un monde envahi de capteurs et de data, la fréquence cardiaque est souvent délaissée au profit d'autres valeurs plus à la mode comme la puissance. Il est grand temps de réhabiliter cette donnée capitale dans cette vidéo sur la fréquence cardiaque maximale. Qu'est-ce que la fréquence cardiaque maximale? C'est tout simplement le nombre maximal de battements que votre cœur peut atteindre en une minute. Généralement, elle se situe entre 180 et 200 pulsations. La fréquence cardiaque est l'indicateur de votre effort physique, de votre effort physiologique, à l'inverse des watts qui sont le résultat de cet effort. Tout le monde est capable d'aller au maximum, simplement les watts associés ne seront pas les mêmes. Je peux aller comme Pogacar, tranquille, au seuil ou à mon maximum, simplement on n'aura pas la même puissance et à la fin pas la même vitesse. Et c'est là tout l'intérêt de la fréquence cardiaque, puisque c'est centré uniquement sur l'individu. Ce n'est pas une valeur que l'on va pouvoir comparer de l'un à l'autre, mais bien quelque chose qui nous est propre, et c'est là que ça va être intéressant. Attaquons tout de suite dans le vif du sujet sur comment mesurer sa fréquence cardiaque maximale. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour trouver sa fréquence cardiaque maximale, il ne va pas falloir faire un sprint. En effet, lors d'un sprint, le cœur n'a tout simplement pas le temps de monter et on n'atteindra donc pas sa fréquence cardiaque maximale. Comme on peut le voir lors de cet effort sur mon compteur. On voit que j'atteins ma puissance max, mais que mon cœur, lui, ne monte pas du tout à son maximum, à peine de quelques pulsations. Il va donc falloir souffrir un petit peu plus longtemps, et pour ça, plusieurs options. Soit des tests de paliers, donc toutes les minutes ou toutes les 2 minutes, on va augmenter l'intensité de 25 ou 50 watts par exemple, jusqu'à ne tout simplement plus pouvoir tenir la puissance voulue, donc on aura atteint son maximum. C'est ce qui est utilisé lors des tests en laboratoire par exemple. Mais sinon, on va tout simplement faire un effort continu de 3 à 5 minutes. On essaye de monter le plus vite possible une bosse par exemple. On prend toujours la même pour pouvoir tester au fil des semaines son évolution. On monte à fond, tout simplement, à plat ventre, et on prendra sa fréquence cardiaque maximale. Une fois rentré à la maison, on analysera la courbe, on prendra les données, on aura sa fréquence cardiaque maximale. Ici, il n'est pas question de gestion. En effet, si on monte sa bosse à fond, mais qu'on craque au milieu, c'est pas grave. Dans tous les cas, on aura atteint son maximum. Et c'est ça qui est important. Peu importe si le chrono ou si la puissance est bonne, ça ne compte pas. On se concentre que sur le cœur. Et enfin, si on veut des efforts un petit peu plus punchy, à ce compte-là, on va faire des efforts avec un temps d'effort plus long que le temps de récupération. Par exemple, on peut faire 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. On va le répéter 8, 10 ou 12 fois le temps qu'il faut pour que la fréquence cardiaque ne monte plus, qu'elle ait tout simplement atteint son pic. L'idéal étant de pouvoir réaliser son effort et ensuite de l'analyser sur l'ordinateur, sur un logiciel. En général, la fréquence cardiaque max sera affichée dans les données, il n'y aura même pas besoin de découper la courbe. Si on n'a pas ces données-là, on n'a pas la capacité de les regarder sur un logiciel après l'entraînement, eh bien, il va falloir les regarder en temps réel et à la fin de l'effort, sur la montre, sur un autre compteur, ou bien, tout simplement, en sécurité, à la fin de son effort, trouver la force, quelques secondes restantes, de compter ses pulsations. Il faudra bien sûr avoir prévu de prendre un chronomètre. Pour cela, on va compter uniquement sur 6 à 10 secondes maximum. Pourquoi? Parce que la fréquence cardiaque, comme son nom l'indique, c'est un pic et ensuite elle va commencer à redescendre. Donc si on chronomètre qu'on compte sur un intervalle de temps trop long, eh bien on va pas avoir une vraie donnée sur la fréquence cardiaque maximale puisqu'il y aura un petit peu de récupération qui rentrera en compte avec un intervalle plus court. Certes, on perdra peut-être en précision, on tombera à 2 ou 3 pulsations, mais ce sera au final bien meilleur puisqu'on aura un meilleur aperçu du pic et non pas de sa capacité à récupérer. De la même manière, cette capacité à récupérer ne rentrera pas en compte au fil des semaines si on fait plusieurs tests, alors que si on teste sur une minute, et bien en fait, ça va évoluer selon son niveau de forme, indépendamment du pic de la fréquence cardiaque. L'autre option est de faire un test incrémental, par exemple des paliers de 1 ou 2 minutes en augmentant l'intensité à chaque fois. C'est un protocole que l'on retrouve beaucoup plutôt pour les tests de puissance et qui me semble plus difficile à mettre en place avec un test de fréquence cardiaque uniquement parce qu'il est dur de contrôler l'intensité. Mais si vous faites un test de puissance, vous atteindrez votre fréquence cardiaque maximale de cette façon. Et enfin, dernière option, pas la moins intense mais la plus courte, c'est de faire des efforts violents de 30 secondes à 1 minute en mettant tout, peut-être d'essayer d'en reproduire un ou deux avec une récupération assez courte. Je le rappelle, le but n'est pas de faire le meilleur effort possible, de battre son record de watts, mais bien d'atteindre sa fréquence cardiaque maximale. Et pour ça, il faut tout simplement atteindre un effort très intense et un état de fatigue momentané relativement important, de façon à ce que son corps soit au maximum de ses sollicitations pour avoir cette donnée. Il est relativement facile de faire ces tests et assez peu coûteux par rapport à un test FTP par exemple qui va aussi donner un résultat de la fréquence cardiaque maximale mais avec un investissement beaucoup plus important et un impact plus grand sur son entraînement. On peut aussi se servir des entraînements difficiles et des compétitions pour, si on a un compteur, toujours un enregistrement des données, avoir ce chiffre de fréquence cardiaque maximale.
Bon, c'est bien beau tout ça, on a plein de façons différentes d'avoir sa fréquence cardiaque maximale et de la surveiller au cours de la saison, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Le premier gros intérêt de ce chiffre, c'est de calibrer ces zones d'entraînement. Je vous invite à revoir la vidéo sur les zones d'entraînement que l'on a fait l'an passé, dans laquelle je détaille chaque zone en fonction de la puissance, mais aussi de la fréquence cardiaque maximale. Une fois que j'ai ces zones d'entraînement, comme avec les zones de puissance, je vais pouvoir préparer un entraînement, surtout l'étalonner sur plusieurs semaines, des cycles d'entraînement, des domaines que je veux travailler, et donc avoir un entraînement plus précis que simplement aux sensations, même si l'entraînement aux sensations a également fait ses preuves. Cependant, c'est là où la fréquence cardiaque maximale atteint ses limites, puisque la fréquence cardiaque a une certaine inertie, on en parlera un tout petit peu plus tard. En effet, le cœur va mettre un petit peu de temps à réagir, les systèmes énergétiques vont mettre du temps à se lancer, et voire même sur des efforts très intenses, je le dis là encore dans la vidéo sur les zones d'entraînement, par exemple un saut ou un sprint, la fréquence cardiaque n'est pas significative. En effet, l'effort est trop court, le cœur n'a pas ni le temps ni le besoin de monter, puisqu'on va utiliser d'autres substrats énergétiques. Et donc sur ce genre d'entraînement, la fréquence cardiaque ne va pas permettre ni de les calibrer, ni de les analyser ou d'estimer une charge d'entraînement globale. La seule zone que l'on peut faire réellement correctement avec la fréquence cardiaque, c'est la zone 2 et c'est même un excellent indicateur, c'est peut-être le seul domaine d'entraînement où la fréquence cardiaque est plus importante que la puissance. En effet, avec la fatigue, la fréquence cardiaque a tendance à augmenter et si on maintient la puissance constante sur plusieurs heures de sortie, donc une sortie en endurance je le rappelle, eh bien on risque de sortir de la zone et finalement de passer dans un domaine d'intensité trop élevé puisque la fréquence cardiaque va augmenter du fait de la fatigue. Donc en se mettant comme limite la fréquence cardiaque et non pas la puissance, on va tout simplement prendre en compte la fatigue liée à l'entraînement que l'on est en train de faire et ainsi rester au plus proche de la zone que l'on souhaite travailler. Mais pour les autres zones, j'ai bien peur que sur le moment, on ne puisse pas réellement se servir de la fréquence cardiaque. La puissance sera bien plus indiquée et en absence de puissance, le ressenti sera plus important que la fréquence cardiaque car il est immédiat, il n'y a pas d'inertie ni d'autres domaines qui vont rentrer en compte. Maintenant que l'on a calibré des zones d'entraînement avec lesquelles on va pouvoir s'entraîner et surtout analyser l'entraînement, à quoi d'autre peut nous servir la fréquence cardiaque maximale? Eh bien ça peut nous servir de voir notamment son évolution au fil de la saison et aussi au fil des années pour voir si on a toujours la capacité de produire un effort très intense, très violent, c'est-à-dire de donner le meilleur de soi-même. Si cette fréquence cardiaque maximale a trop tendance à baisser, il est fort probable qu'il y ait quelque chose à réajuster selon ses objectifs évidemment. Si vous faites de l'ultra-distance comme Captain Max, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'être capable de fournir un effort hyper intense. En revanche, pour la majorité des compétitions et des types de cyclisme que l'on pratique, être capable d'avoir de l'injection, c'est quand même quelque chose de très intéressant. A l'inverse, si la fréquence cardiaque augmente trop alors qu'il n'y a pas forcément de raison, ça peut être un signe de manque d'entraînement en endurance, voire d'infection ou de fatigue plutôt aiguë. Et alors là, c'est signe qu'il faut plutôt se reposer. Si on n'arrive pas à faire monter sa fréquence cardiaque alors que l'on devrait ou qu'on y arrivait quelques semaines auparavant, par exemple si on enchaîne les compétitions et que sur les compétitions récentes on est un petit peu bloqué une zone plus bas que ce qu'on a l'habitude de faire, là c'est un signe de fatigue qui commence à s'installer, peut-être, probablement, et donc il faut prévoir vraiment du repos pour garder cette capacité de monter haut dans les tours, c'est tout simplement votre turbo, votre capacité à exploiter l'ensemble du spectre de votre moteur. Suivre l'évolution de cette fréquence cardiaque maximale et le mettre en relation avec ce que vous travaillez ou non à l'entraînement et aussi aux stress environnementaux est vraiment quelque chose qui va vous permettre de toujours travailler dans la bonne zone en évitant le surentraînement et aussi le sous-entraînement. Le gros avantage de la fréquence cardiaque, c'est qu'il prend en compte votre stress quotidien, que ce soit un stress passager au travail ou dans la famille, mais aussi un stress météo par exemple. Vous allez atteindre plus facilement votre fréquence cardiaque maximale dans des conditions météo extrêmes et ce sera signe que si vous visez la même puissance que d'habitude, le même effort, la même vitesse que d'habitude, vous serez en sur-régime. Et ça, grâce à la fréquence cardiaque, vous pouvez le savoir. Et voilà, maintenant vous savez comment et pourquoi vous intéresser à votre fréquence cardiaque maximale et surtout vous savez qu'il faut surveiller son évolution au fil de la saison, voire des années. Vous n'avez plus qu'à faire ça et rester connecté sur GCN en français pour la suite des vidéos sur la fréquence cardiaque et sur comment l'utiliser pour progresser. Allez, à bientôt sur GCN en français.